Mes chers camarades, bien le bonjour. J'espère que vous êtes bien équipés, que vous avez votre gamelle devant vous, parce que ce midi, on passe une pause déj un peu particulière en compagnie des camarades de l'Ofofora. Voilà, salut les gars. Salut Léo. Bon alors les gars, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas innocent, hein. C'est-à-dire que vous ressortez plein de trucs en ce moment. Il y a à peine un mois, vous avez ressorti l'album Vanité que vous aviez sorti en 2019. Avec 6 titres supplémentaires, on va en reparler. Et puis là, demain, vous ressortez autre chose aussi. Ouais, c'est ça, c'est une réédition d'un album qui a quand même marqué l'histoire du groupe. C'est l'album Le Fond et la Forme qui va être réédité, remasterisé et surtout pour la première fois en vinyle. Bon, et voilà, j'ai reçu les vinyles à la maison que j'ai même pas déballé encore. Alors, pour ceux qui vous connaîtraient pas dans le chat, l'OFO, c'est quoi? Ça a été créé quand? Ça fait un petit moment maintenant que ça tourne. Alors, la genèse. Le Alain Decaux de l'histoire de l'OFO. Alors, l'Ofofora est né en 1989. La création du groupe, c'est 1989, donc ça fait 33 ans. C'était l'époque alternative française, le punk rock, tout ça. La fin des années 80, ça marquait un peu un tournant avec un autre style de musique, le mélange du métal, du hardcore, de la musique qui se durcissait un peu par rapport du hip-hop aussi, l'arrivée du hip-hop. Donc nous, on s'est mis à composer des morceaux où on avait envie de mélanger. Donc au début, c'était un peu une chimie, puis ça a pris en fait. Voilà. Ouais. Et donc au début, on faisait écouter nos premières maquettes, les gens ils comprenaient pas vraiment. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce groupe, c'est quoi voilà. Ouais, c'était même en concert, les réactions, c'était, t'avais une moitié du public, enfin, bon, il y avait quand même qui appréciaient déjà, mais il y en avait franchement beaucoup qui nous disaient, ah, quand ça groove, là, c'est sympa, mais les côtés patates, là, ça te casse un peu la tête. Et les autres qui nous disaient, ah, on aime bien quand il y a la double grosse caisse, mais le côté funky, là, groovy, là, c'est... Donc, bref, c'est souvent ce que je dis aux jeunes groupes, quoi. Écoutez pas, toi, essayez de vous fier à votre identité, enfin, vous en créez une, surtout, plutôt que de vous fier aux avis des uns des autres et de vouloir correspondre à, tu sais, comme à une étude de marché. C'est pas un projet. Quand tu commences un groupe, faut essayer de... donc, c'est parti de là. Le Philus et moi-même, quoi. Où nous, on écoutait pas mal du punk et on était déjà quand même pas mal attirés par toute cette nouvelle vague qu'il y avait en Californie, notamment avec les débuts des Red Hot Chili Peppers, avant que ça devienne un groupe de pop. Voilà. Il y avait Fishbone, il y avait Jane's Addiction, tous ces groupes-là qui déjà mélangeaient donc cette énergie punk avec plus de groove, avec des choses différentes. Puis à cette époque-là arrivait le hip-hop en France, quoi. Nous, on a commencé en même temps que NTM ou des groupes comme ça. Donc on était aussi clients parce qu'on voyait, enfin personnellement quand j'ai eu le premier 45 tours de Public Enemy, enfin mon premier 45 tours de Public Enemy, Fight the Power, voilà, de la BO de Spike Lee, tu vois, Do the Right Thing. Pour moi, c'était vachement plus violent et vachement plus punk que tout ce que nous proposait depuis quelques années. Je trouvais un peu l'alternative français qui finalement, tous les labels se sont vendus à des majors et puis les mecs qui se revendiquaient super à gauche, en fait, ils se sont tous bouffés le nez pour des histoires de pognon. Donc, on avait envie de partir sur des nouvelles bases, quoi. Voilà. Et alors du coup, vous deux qui êtes à l'origine du groupe, vous vous connaissiez avant ou vous êtes rencontrés via la musique? Non, on se connaissait, je sais pas, on s'est connus... exactement en 1981. Encore combien, tu dis? 1980. Tu crois? Ah ouais, possible. Non, on s'est croisés, en fait, Phil allait souvent dans la région de ses parents, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur à Antibes, tout en habitant à Paris. Et moi, j'habitais encore là-bas. Enfin, non, j'habitais là-bas. Et on s'est croisés... parce qu'on était dans un bled où tout le monde avait des pompes à gland et allait en discothèque. Il n'y avait pas beaucoup de punk en fait. Et on s'est retrouvés comme ça. En fait. Quand tu croisais un mec avec des Doc Martens ou un Perfecto, tu traverses le trottoir et tu disais, t'es de où toi? Et en gros, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Philus, quoi. Voilà. Et après, pendant un certain temps, on s'est pas revus, parce que moi j'étais parti faire ma route à Paris. On s'est retrouvés à un concert d'Iggy Pop au théâtre de Verdure de Nice, en fait. Ouais. Voilà. Et ça c'est dingue. Je dis pas pourquoi on s'est retrouvés la cause, mais en tout cas, on s'est croisés dans les gradins. Et toi, comment ça va et tout. Donc voilà, c'était un peu un signe aussi. Puis là, je sais pas, on a pris contact et là, on a commencé à se revoir vachement plus régulièrement.
Et ce qui est marrant, c'est qu'après. D'où l'été 89. Ouais, je sais pas s'il faut croire en la numérologie. Moi, je suis pas trop destin, les signes et tout. Je capte pas trop. Ça me fait peur. Mais 7 ans après ce moment où on s'est retrouvé dans un concert d'Iggy Pop, on a fait 7 premières parties de Iggy Pop au moment de notre premier CD 5 titres. Quoi. Ça, c'est ouf. Ah, ça, c'est beau quand même. Ouais, comme ça. Ça a été la personne qui nous a un peu validé, quoi, tu vois. Le mec est venu nous voir, il fait ouais, fucking move, fucking sound. Wow, Dieu me parle. Et est-ce qu'il est sympa, Dieu? Ouais, non, c'est Iggy, c'est juste le mec qui est comme tu voudrais qu'il soit, comme il a l'air, avec son œil de gamin encore à 75 balais là, dans les interviews ou dans ses vidéos. Et le gars est vraiment comme ça, quoi. Vraiment un mec cool. Pour ça, souvent les gens me disent ah, c'est bien, vous avez su rester simple, changez pas. Je fais non, mais tu sais, quand tu as commencé avec le taulier et que tu vois que le taulier c'est un mec normal, qui tu peux être pour te la péter, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Clair. Et alors du coup, on reviendra après sur le côté contestataire et engagé quand même de votre musique, mais du coup, Daniel et Vincent, vous avez rejoint le projet un peu plus tard. Vous étiez déjà dans ce mood-là aussi ou pas du tout? Moi, j'étais quand je les moi, j'ai connu Phil parce que j'étais dans un groupe de hardcore à l'époque, vraiment hardcore metal. Noxious Enjoyment. Voilà. Faut le dire. Est-ce que tu portais des shorts? Non. Dans le côté fashion vestimentaire, il a toujours été un peu à côté. Il a fallu qu'il rentre dans l'OFO pour mettre un short. Ouais. Non. Enfin bref. Et puis à un moment, on a eu un bassiste qui est parti, qui n'était pas toujours dispo. Et on avait eu Pascal, le premier guitariste de l'OFO, son premier album, qui nous avait donné un coup de main à la basse. Et on a fait un album avec lui, et après, on s'est plus ou moins bien entendu. Et il est parti, on n'avait plus de bassiste, et puis le deuxième gratteux du groupe, connaissait Phil déjà, il lui a proposé de venir nous filer un coup de main pour faire une démo, et puis il est venu nous filer un coup de main, il a dit « ça me plaît ce que vous faites ». Et il est resté avec nous quand l'OFO n'avait pas trop de temps, il pouvait être dispo. Et donc, nous, on s'est tout de suite très bien entendu. Ça collait même musicalement et humainement. Et quand Farid a décidé de quitter le groupe, il est venu nous voir pour me proposer le poste. Et voilà, de fil en aiguille. On l'a débauché de la fonction publique. C'est à l'hosto en même temps, à l'époque. Voilà. Et depuis, je suis resté dedans jusqu'à où ça fait 18 ans. 20 ans, voilà. Sans même mine de rien. Bah, le fond et la forme, c'est un peu l'album où c'est le premier album de Daniel, en fait, avec l'OFO, quoi. C'est la première. On l'a tout de suite poussé à beaucoup s'exprimer. Enfin, c'est un peu ce qu'on. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans le groupe, tu vois, on n'a pas envie qu'il devienne le clone du mec d'avant, quoi. C'est intéressant de porter sa personnalité, ses inspirations. Même le 20-20, là, avec le grand 20-20, là, qui se faisait tout petit. On lui dit, mais vas-y, fais ton truc, mec. Du coup, moi, c'était en 2009, je crois. Ouais, c'est ça, 2009. Je jouais avec un groupe de stoner rock dans le Nord à l'époque, qui s'appelle toujours Zoé. Et on avait fait une date ensemble avec Mudwiser. Moi, j'ai un autre projet un peu plus stoner avec des copains de Montpellier qui s'appelle Mudwiser. Et on a fait une date ensemble dans un bar. Dans le Nord, il y a un bled qui s'appelle Acebrook, ou Acebrook. Et au Chakalaka, je me rappelle, j'avais ramené encore toutes mes piles de CD en disant ah bah ceux-là ils n'ont pas été signés, tu peux me les signer, machin et tout. Bon, je connaissais l'OFO depuis évidemment pratiquement les débuts, enfin, en tant que spectateur, quoi. Et voilà, on a passé la soirée, la nuit à boire des cours, faire le monde. Voilà. Et puis genre la semaine après, c'est ça, une semaine ou deux plus tard en fait. Parce que j'avais vu ce mec à la batterie, quoi. Et tu vois, c'est le groupe dans lequel il était, Zoé, c'est quand même très rock'n'roll, un peu Nashville Pussy, ou un peu plus heavy, on va dire un truc comme ça, quoi. Et je trouvais que pour une musique comme ça, il avait une frappe super moderne, et je trouvais qu'il avait un groove aussi qui était perceptible, tu vois, vraiment dans ce côté rock'n'roll, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Et quand le mec à 2 du mat, il sort sa pile de CD alors qu'on est déjà comme ça, et il sort ta pile de CD, il fait oh tiens, tu peux me les dédicacer. Je fais oh, t'es sérieux? Mais si, parce que je suis fan et tout, et j'ai compris qu'ils connaissaient bien notre musique. Du coup, 2 semaines plus tard, quand on s'est fait un peu plaquer, on va dire, par notre précédent guitariste, c'est un peu le cas.
Notre précédent batteur, pardon. J'ai pensé à 2020 tout de suite. Et j'ai dit aux copains, écoutez, j'ai vu un gars là. Je pense que ça serait cool, quoi. Et plutôt que d'écumer le wouzou des batteurs, on s'est un peu fié. Enfin, les copains m'ont fait confiance. Je me suis fié à mon instinct. Et je pense qu'on a fait une bonne pioche, quand même. Ah, du coup, ça fait un depuis 2009. C'est un peu toi la pioche, quoi. Bon, voilà. Le plus récent du groupe. Ouais, voilà. Ouais, depuis 2009, ça fait 13 ans déjà. Mine de rien, ça fait. Et alors, tout à l'heure en off, on parlait un petit peu de l'état actuel de la scène métal et de la réception du métal ou du rock un peu vénère en France. Vous vous situez où, vous, là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un peu du mal avec autour de différents sujets. On entend parler de la scène. Et moi, ouais, c'est très large. J'ai un peu de mal avec cette, enfin, comme si la scène métal ou la scène punk rock métal ou un truc comme ça. Et j'ai un peu du mal avec cette appellation parce que, je veux dire, il y a des gens des fois où peut-être le public nous imagine sous une même étiquette, mais on se voit aucun point commun, si c'était peut-être une pédale de disto et un ampli Marshall, tu vois, sur notre façon de penser la musique, sur notre façon de vivre en groupe, sur notre façon de partager avec notre public, quoi. Enfin, il y a des gens nous, on est vraiment à l'ancienne, quoi. On est vraiment à l'ancienne. On a un peu du mal avec aussi, enfin, la surenchère du mur du son qu'il y a eu dans le métal à un moment donné, où à un moment ça a vu le bout, où au bout d'un moment les guitares elles sonnent toutes comme des synthétiseurs et c'est plus super intéressant, quoi. Et voilà, où maintenant c'est les écrans à LED et les flammes. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça, quoi. C'est peut-être moi le pire dans le groupe à ce sujet-là. Mais voilà, enfin, tu vois, voilà, mon kiff c'est Iggy Pop. J'étais fan de Kiss, donc. Ouais, voilà. Ah oui, bah toi les lance-flammes t'as bien alors du coup. Marcel et son orchestre, hein, du Nord. Ouais, lui, il est du Nord, alors Marcel et son orchestre, c'est pareil. Alors, il y a quand même une bonne évolution de la scène de musique dure en France, même si c'est pas forcément de la France qu'elle est le plus perceptible, parce que les groupes qui s'en sortent bien aujourd'hui, ils se développent, ils chantent en anglais, et puis ils essaient de se développer tout de suite à l'international, avec des échanges, avec des groupes, etc. Ouais. Et il y a des groupes qui s'en sortent très très bien de cette manière-là, quoi. C'est plus, je pense que si l'Ophophora, ça naissait aujourd'hui, on aurait peut-être une perspective plus comme ça qu'un truc franco-français, même si on s'en plaint pas du tout et on regrette pas notre choix. Alors bien sûr, vous avez un style qui est très, très reconnaissable, très, très groovy, que moi je kiffe. Et ce qui marque aussi, c'est vos textes. Et comment ça se passe justement pour les textes? Qui écrit? Comment? Est-ce que c'est soumis aux autres? Est-ce que vous dites, bon, est-ce que quand tu leur soumets un texte, Renaud, est-ce que tu es en mode, bon les gars, est-ce que vous approuvez ce que je suis en train de dire ou pas? Ah ouais. Bah maintenant, ça se fait assez différemment parce que il y a eu une époque où j'avais vraiment du mal à montrer mes textes. Il y a même tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais de l'album avant le direct de l'album Les choses qui nous dérangent, que t'as pas mal écouté. Il faut savoir que la moitié des textes, ils les ont découverts au moment où j'ai posé la voix, si tu veux. Même presque, parfois, la manière dont j'allais chanter sur les morceaux, quoi. Et bon, c'était un peu... en même temps, c'était une période un peu chalutée de ma vie. Et quasiment la moitié des textes, je les ai écrits sur place, au studio, genre dans l'urgence, comme ça, avec la mèche qui brûle derrière. C'était un peu ça, quoi. Mais j'aime bien toujours me mettre un peu cette pression-là. Mais maintenant, je le vis différemment. Déjà, en ayant écrit pour d'autres groupes, enfin, à un moment, j'écrivais pour Parabellum, un groupe, voilà, un feu groupe de bons amis, quoi. Et eux me filaient des maquettes avec du yaourt dessus. Le chanteur chantait en yaourt dessus, mais avec un nombre de pieds vraiment compté auquel il fallait que je corresponde. Et parfois même des sons de mots à la fin où il fallait que je corresponde à la rime. Tu vois, l'exercice un peu. Et je me suis mis peut-être à fonctionner un peu comme ça avec l'Opho, à essayer de trouver déjà le son de la voix, les placements, etc. Puis moi, je m'inspire. J'ai pas de texte à l'avance, donc je m'inspire toujours du climat musical. Enfin, j'essaye de me mettre comme si je regardais un film, enfin, si j'écoutais un film et que je devais imaginer les images. C'est un petit peu comme ça que donc j'écoute la musique des copains, j'essaye de m'en imprégner et vu l'ambiance, voilà, j'essaye d'imaginer une histoire, un climat, un truc comme ça et je pars de là. Et maintenant, jeu yaourt,
au local de répète. Donc eux, ils se disent ok, la voix elle va sonner comme ça les aide aussi pour la musique. Et puis maintenant, dès que j'ai un thème et je leur dis bah tiens, ça va parler de ça, j'ai déjà ces phrases-là, voilà, au fil du temps, j'ai pris la confiance, quoi. Et du coup, je sens que aussi ça peut les influencer une fois qu'ils ont connaissance du thème pour la manière dont ils vont le jouer, quoi. C'est cool. C'est cool. Et il y a jamais de soucis justement autour des textes entre vous en disant bon. Bon, pas trop, parce que j'essaie aussi. C'est vrai que j'écris sur les choses qui me touchent, mais je sais que je fais partie d'un groupe et sans me censurer, moi, en me disant oui, mais lui, il le dirait pas comme ça. Je sais ce qui nous rallie, etc. Et puis des fois, je sais qu'il y a des trucs, ils disent ah ouais, tu le dis comme ça, toi, bah dis donc quand même. Mais finalement, ça passe, quoi. Ouais, il n'y a pas d'autocensure. Non. Bah, je me rappelle, pour anecdote, il y a un titre qui a quand même pas mal marqué le public qu'on joue encore du deuxième album, un titre qui s'appelle Macho Blues, quoi, qui parle de la diplomatie masculine, on va dire, quoi. Et quand j'avais commencé à écrire les couplets de ce morceau, j'avais pas encore écrit le refrain. Et je me rappellerai toute ma vie de la tête de Philus quand je lui ai fait lire le texte, parce que tu vois, quand tu fais lire un texte à un pote pendant qu'il a les yeux dessus, toi, tu regardes le moindre crispement de facial. Et là, c'était toute la tête qui était crispée, le cou aussi, je crois. Ah, c'est une musique qui est dure, ouais. Mais tu peux pas chanter ça, il m'a dit. Et je dis, mais attends, il y a le refrain qui arrive. Tu vas remettre les choses. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Ouais. Ah, mais c'est vrai que ce morceau Macho Blues, moi, il m'avait impacté à l'époque, hein. J'étais jeune et c'était dur, quoi. C'était le but en même temps, quoi. Disons que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le côté point levé, premier degré, tu vois. Même, je sais que Phil était un grand fan des Berus. Moi, j'avais du mal avec les Berus à cause de ça. C'était un peu toujours les vengeurs masqués, c'est eux les vilains, c'est eux les méchants. Alors que quand tu incarnes toi-même le méchant en jouant un rôle dans une chanson, d'un seul coup, tu as plus de questions à te poser, je pense, en tant qu'auditeur. Ouais, une de mes préférées d'ailleurs là-dessus. Alors, j'ai jamais su comment le prononcer d'ailleurs, c'est Charisman ou Charisman. Ouais. Charisman. Celle-là, elle est incroyable aussi. Parce que tu joues vraiment le rôle d'un gourou, quoi. Aussi dans le style, si tu veux, mais c'est pas toi. Ah non, qui est-ce qui nous a dit qu'il fallait qu'on la rejoue et tout ça? Ah oui, c'est moi, Kevin. C'est toi? Ouais, non, c'est toi, ou Kevin aussi, je crois. Ah, Kevin, peut-être aussi. Parce qu'il y a l'enchaînement, du coup, machin. C'est ça. Ouais, bah oui, parce que. Et puis, on voit à quel point ce truc-là, enfin, moi, il y a un truc qui me désespère. Je comptais pas du tout changer le monde avec mes chansons, hein. Moi, il faut que ça sorte, ça me fait du bien déjà. Après, ça aide des gens, il paraît des fois. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Mais j'imaginais pas changer le monde. Mais de voir que certaines chansons, notamment celle-ci sur le culte de la personnalité, elle devient tellement encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est horrible, quoi. C'est affreux. Non, c'est vrai. J'aimerais avoir des chansons qui soient complètement ringardes, tu vois. Je dis toujours, j'aimerais que l'œuf, on puisse plus chanter ça, une seule race, plusieurs couleurs. Parce qu'on dit, mais de quoi il parle? Ah ouais, c'est de l'époque où les gens ils étaient racistes. Ah oui. Oh putain. Mais non, bah voilà. On est mal barré quand même. Ouais, c'est clair. Un peu dérivé là. C'est vrai que j'étais en vacances la semaine dernière et je suis rentré dimanche la pause d'élection. C'est vrai que on est dans un mood actuellement qui est comme ça. Ouais, c'est funky. Ouais. Mais alors, du coup, vous existez depuis 30 ans, vous faites des sons qui sont plutôt engagés. Est-ce qu'à 30 ans, c'était une nécessité d'être engagé ou est-ce qu'il y avait déjà cette volonté dès le départ de se dire fuck, moi j'ai juste envie de dire ce que j'ai à dire? Ouais, mais nous, on n'a pas trop revendiqué cette étiquette engagée, quoi. Enfin, c'est venu tout seul. Ouais, c'était un peu le point de départ aussi de cette musique. C'était de pouvoir faire passer ce qu'on avait dans le cœur, quoi. Et voilà, tout ce qui nous dérangeait. Et donc, comme disait Renaud tout à l'heure, nous, on est tous les deux, on est venus par le punk rock. Et le punk rock, ça a été le véhicule de nouvelles idées, de la haine qu'on avait besoin de déverser pour se sentir mieux, parler de ce qui se passait, quoi. Voilà. Et on a fait c'est ce qu'on avait envie de faire avec Lofo, c'est que ça soit un vecteur pour pouvoir nous exprimer et dire ce qu'on pense, quoi. Ouais, c'est pas été réfléchi, mais bon, Lofo, ça s'est quand même monté à Paris pendant les années Pasqua, tu vois. Donc, c'était pas des années tranquilles, forcément.
Phil, je sais qu'il s'était fait bien tabasser sur une manif. Moi, j'habitais dans un squat où régulièrement il y avait des hordes de SCRS qui passaient dans les ruelles pour voir s'il n'y avait pas des sans-papiers à attraper, quoi. Donc, quand tu vis ça dans ton quotidien, nous, Phil, il était ouvrier, moi j'étais chômeur en fin de droit, donc tu vois, on mettait tout ce qu'on pouvait dans la musique. Donc, quand ta vie c'est passer 6 heures par jour en répète, c'est que le reste c'est un quotidien un peu quand même un peu hardcore sur les bords. Bah, c'est sûr que c'est ça que tu mets dans ta musique. Enfin, tu racontes généralement, on raconte ce qu'on vit, quoi. Ouais, c'est la sensation. C'est surtout ça, quoi. Et ce qu'on ressent, voilà, quoi. C'est comme venant du punk et voyant ce hip-hop qui était aussi à l'époque, c'était pas encore une musique de droite, quoi. Donc du coup, il y avait quand même une volonté de secouer les consciences un petit peu, quoi, parce que nous on venait pas du métal où ça racontait des histoires de dragons et de femmes sur des motos, quoi. Nous on était plus, tu vois. J'aimais bien, moi. Tu penses c'est le plus anard de tous, c'est celui-là, quoi, tu vois, genre. Ouais, mais j'aime bien. Oui, mais ça Oui, ça empêche pas, écoute. Ça, c'est clair. Et du coup, on l'a dit à l'instant, voilà, c'est vrai qu'actuellement le climat social, politique est un peu pérave, mais comment vous l'avez vu aussi cette évolution pendant 30 ans, parce que ça fait 30 ans que vous êtes là, 30 ans que vous voyez ce paysage qui évolue, que vous réagissez avec. Vous le disiez, vous étiez un peu désespéré de voir que ça bouge pas, quoi. Ben, ça fait longtemps déjà qu'il est pérable, le climat politique. Et ce qui se passe maintenant, nous, on le voit arriver depuis longtemps, quoi. Et puis à chaque fois, de quinquennat, de septennat en quinquennat, on voit les choses qui évoluent toujours droit dans le mur. Et ce qu'on gueulait déjà il y a 30 ans, on peut toujours le gueuler maintenant, mais en même temps, après, tu te dis à quoi bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Et, puis on a vu quand même, il y a eu des virages significatifs, quoi, dans la vie politique en France, quoi. Sarkozy avec sa droite décomplexée, tu vois, avec comment il avait Buisson, là, tu vois, qui lui écrivait ses discours ou qui lui soufflait dans l'oreille. Quand ensuite à Hollande qui nous parle de l'identité nationale, ou qui avait même, enfin je sais plus, il y avait un ministère, un truc comme ça. Tu fais, mais où on en est, les mecs, quoi. C'est sûr que c'est les partis traditionnalistes, traditionnels, pardon, PS, UMP, Républicains, là, de peur de l'avancée de l'extrême droite, l'on nourrit finalement en disant ah bah ouais, ok, on va nous aussi on va s'emparer un peu de ces débats-là, comme ça les gens iront pas voter à l'extrême droite, mais en fait ils ont juste alimenté ce foyer pourri, quoi, et sans vouloir vraiment mettre le nez sur les histoires de laïcité, quoi, où il y a une loi de 1905 qui est assez bien foutue quand même, quoi. Et voilà, quoi, et tout vouloir revenir là-dessus, alors que la manière dont cette loi est faite, à l'époque, elle était faite pour l'Église catholique, hein, pas pour les musulmans, quoi. Mais bon, c'est très bien pour. Moi, je trouve que a priori le texte devrait fonctionner, mais c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Enfin, tu vois, à l'époque, justement, où commençait aussi l'OFO. Moi, j'habitais à Creil en 1989, à 200 mètres d'un lycée qui a été vachement célèbre à cause de 2 gamines qui ont voulu rentrer avec un voile, etc., quoi. Et depuis, on a vu tout le monde se refiler la patate chaude un peu comme ça, en mode non, on veut pas s'en occuper, quoi. Et je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. J'ai pas de problème avec des gens avec le voile dans l'espace public. Quand tu vois que ça a été le vrai, un des sujets importants pendant cette campagne. On a plus parlé du voile dans l'espace public que du climat, quoi. C'est aberrant. Et il n'y a pas un journaliste à un moment qui dit non mais tais-toi, parle-nous d'un vrai truc, quoi, qui nous concerne. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, mais c'est un jeu que sont faits les politiciens, les médias pour faire de l'audience. Fallait inviter Zemmour et puis voilà. Enfin c'est des apprentis sorciers, mais c'est ouais, puis c'est un peu de toute façon une façon de faire aussi même dans l'agroalimentaire, il fonctionne pareil quelque part, tu vois. C'est une manière comme ça, généralisée d'optimiser toujours et de jouer toujours en permanence à l'apprenti sorcier
sans jamais réfléchir aux conséquences des actes, quoi. C'est dommage. Cette envie de passer un message, de gueuler, de contester, avec bien sûr cette retenue de se dire bon, est-ce que ça va fonctionner ou pas. De mon côté, je vous avoue que j'ai à peu près la même démarche hein, dans les programmes que je fais. Je me dis des fois, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? J'espère. Bon, on ne sait pas si ça servira à quelque chose ou pas. Mais est-ce que vous pensez, vous, que l'histoire, c'est important? Est-ce que vous pensez qu'en étudiant l'histoire, ça peut nous faire changer un petit peu de comportement vis-à-vis de notre société actuelle ou... L'histoire, c'est quand même la connaissance, quoi. C'est pour comprendre l'évolution telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il y a eu des répercussions qui se sont faites avant. Il y a beaucoup de gens qui, en ignorant l'histoire, justement, se laissent encore piéger de nos jours avec la façon dont ils se font manipuler, la façon dont c'est organisé. Donc, connaître l'histoire, ça permet aussi d'éviter certains pièges qui ont déjà été faits par le passé, qui se reproduisent encore d'année en année, quoi. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont en marge de tout ça. Et puis, il y a aussi pas mal de communautés qu'on n'enseigne pas l'histoire, justement pour pas qu'ils aient la connaissance de ce qui s'est passé, ce qui est les répercussions de ce qui arrive aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est important. Ça permet souvent de contextualiser aussi par exemple, par rapport à la géopolitique, enfin des événements qui se passent aujourd'hui ou qu'on puisse passer enfin de notre vivant, hein, parce que chaque être humain pense que l'histoire au départ commence avec sa naissance, puis après on se rend compte qu'il s'est quand même passé des trucs avant, quoi. Et de pouvoir contextualiser, parce que on a en plus aujourd'hui dans un monde où tout est dans l'immédiateté comme ça, c'est un peu où les gens réagissent immédiatement sans réfléchir, et ni même sans aller se renseigner sur le pourquoi du comment on en arrive là, etc. Et c'est toujours intéressant de se rendre compte pourquoi un conflit est commencé, sur quoi c'est basé, etc. Enfin, c'est rarement tout noir, tout blanc, quoi, mine de rien. Et c'est comme ça qu'on a envie de voir les choses en même temps. On veut le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et c'est vrai que quand tu fouilles un petit peu dans l'histoire, moi je suis pas très érudit, c'est plus Daniel, et ouais, j'ai maté quelques vidéos depuis que je sais qu'on allait se rencontrer. Et je pense que je vais en mater pas mal d'autres. J'étais assez impressionné d'ailleurs, parce que j'adore les gens enfin, c'est la parenthèse lèche. Écoute, je prends, vas-y, c'est gentil. Non, mais tu vois, de partager un savoir d'une manière qui n'est jamais condescendante, avec, tu vois, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Je trouve que c'est cool, parce que ouais, ça permet de comprendre pourquoi on en est là, quoi. Ouais. Tout n'a pas commencé hier, voilà, c'est évident. Et puis c'est impressionnant comment toutes les civilisations sont liées les unes aux autres, alors qu'on veut tous se séparer à chaque fois, alors que tout a fonctionné les uns avec les autres, tout s'est construit les uns avec les autres. C'est ça. Ou en rapport ou en opposition, mais toujours. D'ailleurs, dans la musique, il y a eu plein de choses qui se sont passées au même moment, mais géographiquement, c'était super éloigné. Des instruments qui sont apparus, des instruments à cordes, des trucs frottés, des trucs tapés. Et du coup, c'est vrai que aussi l'histoire de la musique aussi, c'est super intéressant aussi. Sinon, juste pour un autre truc, c'est vrai que l'histoire, c'est comme disait Doudou, en fait, ça nous permet d'essayer d'apprendre de ce qui s'est passé forcément pour pas répéter les mêmes erreurs. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression de plus en plus que le monde et l'humain, il a tendance à oublier, même à court terme, les histoires, tu vois, les trucs de manipulation économique, géopolitique, politique, tu vois, des mecs qui se tapent 3 ans de sursis parce qu'ils ont détourné je sais pas combien, en fait, genre 2 ans après, à nouveau, ils vont être réélus, tu vois. Les gens, ils oublient vite qu'en fait, il faut pas oublier. C'est vrai. Ouais, mais c'est clair, c'est évident, c'est un peu le constat triste aussi parfois qu'on peut faire sur internet et à titre perso même, tu vois, je pense que ça nous est tous déjà arrivé de se dire ah tiens ça c'est pas mal, et puis en revenant 5 ans avant de se dire putain j'aurais pas eu cette réaction il y a 5 ans dans le contexte de l'époque, quoi. Mais du coup c'est parce que vous avez écrit un texte sur les négationnistes. Il y a une chanson qui s'appelle Amnesty Story d'ailleurs, voilà. Et c'est un peu, c'est pas sur les négationnistes particulièrement, c'était un peu, de toute façon, j'essaye quand j'écris un texte sur un thème,
j'essaye de pas être sur une seule vision de la chose. Enfin, même si c'est toujours la mienne, hein, forcément. Mais disons que c'était une réaction à l'histoire. Voilà, c'était le moment où Le Pen perd, tu vois, déjà faisait arriver au deuxième tour et enfin, voir quand même, faut quand même voir ce mec-là. Il a monté son parti à l'époque avec des anciens SS, avec des gens de l'Algérie française, et qu'il a eu une maison d'édition où il rééditait en vinyle des chants du Troisième Reich quand même, tu vois. Donc la fille de ce mec-là, ça tombe, elle est super sympa, hein, elle y est pour rien. Hein, alors, Michel Onfray l'a dit, hein, il peut pas être coupable des erreurs de son père, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il y avait ce qui se passait là. Et puis moi je me souvenais, j'étais d'une génération où gamin, en fait, il y a eu l'attentat, je crois que c'était la rue des Rosiers, ou en tout cas un attentat antisémite assez grave en France. Et du coup, on nous a diffusé dans les collèges français Nuit et brouillard. Et bon, ça nous avait tous claqué la gueule à terre quand même. Hein, je dois dire que tu vois ça quand j'avais 10, 11 ans, quoi. Quand tu te vois Nuit et brouillard et tu vois les images des gens quand ils découvrent les camps, etc., quoi. Ça met un peu, ouais, ça met un truc un peu, une pierre un peu noire à l'intérieur, quoi. À se dire putain, l'être humain est capable de ça. Mais c'est bien de le savoir, quoi. Et donc voilà, quoi. C'était le cauchemar recommence. C'était même si je me disais pas forcément Jean-Marie égale Adolphe, quoi. Mais c'était les mêmes thèses, c'était les mêmes armes de manipulation, de populiste, quoi. Enfin, de dire c'était ça, 3 millions d'Arabes ou 3 millions d'étrangers, c'est 3 millions de chômeurs, enfin. Tu vois, il y avait des affiches comme ça qu'on voyait à l'époque qui étaient ultra violentes, je me souviens. On était loin de la blonde avec son petit chat, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, allez, passons à un truc plus joyeux, là. Donc, ça retourne un peu en ce moment, quand même, de votre côté. Ouais, la musique, oui. Oui, là, tu veux dire les tournées, quoi. Les tournées, évidemment. Les lance-flammes. Ça a recommencé quand, du coup? Est-ce que ça fait du bien de remonter sur scène, quand même? C'était fait ouais, on a été 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. On avait fait 2 mois et demi à l'automne, quoi. C'était la vraie reprise après tant de temps à se morfondre. Et puis là, on a recommencé. Enfin, notre tourneur n'était pas hyper confiant pour qu'on puisse avoir des dates avant même le mois de juin, parce que c'est vraiment embouteillage là en ce moment. Mais il y a quand même quelques salles, quelques festivals qui ont bien voulu de nous. Et donc, on a une moyenne entre 5-7 concerts par mois jusqu'à l'été, quoi. Donc, c'est quand même cool. On s'en sort pas trop mal, quoi. Ouais. Vu la conjoncture. Ouais, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, il y a quand même énormément de festoches et de groupes qui se produisent en ce moment, quoi. Tout le monde a passé le confinement finalement à réfléchir, à faire le point, à faire de nouveaux projets parfois à distance. D'ailleurs, ça s'est passé comment pour vous? Parce que là, il y a eu donc cette réédition de Vanité, cet album qui ressort demain. Il y avait 6 titres supplémentaires quand même sur Vanité, donc vous n'avez pas chômé pendant le confinement. Il y a eu un peu tu disais, on s'est morfondu. Oh, si, c'est la misère. Ouais. Si, il y en a eu, ça a déprimé sec. Ouais, quand même. Ouais. C'était pas facile, hein. C'était un gros point d'interrogation sur nos vies, sur ce qu'on est en train de vivre. Ça va où? On pouvait se laisser emporter par ce qu'on entendait par les médias, on va tous mourir, tu vois. Donc, bon, il a fallu relativiser et puis surtout prendre nos instruments pour pas dépérir tout seul. Moi, j'ai fait des concerts tous les jours chez moi. J'avais ma basse qui était branchée. Je ne pouvais pas m'empêcher de jouer tous les jours avant de faire à bouffer, après faire à bouffer, après avoir fait 3 fois le tour du jardin. Encore, t'as un jardin, mon pote. Voilà, si j'aurais eu un balcon, j'aurais fait 10 fois le tour du balcon. Et bon, ça va. Mais c'était pas évident. Donc, oui, on a profité pour avoir un peu de création, même si c'était pas non plus la période la plus créative, parce que quand tu sais pas où tu vas, tu fais des choses, mais en te demandant
qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ces idées, de ces morceaux? Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Est-ce que notre label va nous dire oui, on fait quelque chose, on ressort un album, tout ça? C'était pas, voilà, c'était plein d'interrogations. Et puis en plus, on venait juste de commencer une tournée, quoi, qui était top. On sortait l'album Vanité au mois de novembre. On a fait quoi, une 17 dates, je crois, un truc comme ça. Alors que notre tourneur nous a dit, ouais, les mecs, vous allez faire entre 80 et 100 dates sur cette tournée-là. Ah ouais. On voyait que ça répondait bien sur l'album, que les gens, ils revenaient plus nombreux que sur les tournées précédentes à nos concerts. Donc on était exaltés, quoi. Ouais. Carrément. Parce qu'il y avait, je sais pas, une énergie, même. Du coup, cette énergie-là, physiquement, fait que quand tu es sur scène, putain, on avait une super patate, on faisait des concerts qui claquaient bien, quoi. Donc tu vois, tu dis, oh là, c'est cool, parce que quand tu t'en es à ton 10e album, bah, il n'y a pas que des albums où ça a cartonné, c'est normal, quoi. Donc là, quand tu sens un regain d'intérêt pour ce que tu fais, moi, je suis toujours étonné, hein, chaque disque qu'on sort, je me dis, mais est-ce que ça intéresse encore des gens? Et quand tu te rends compte que oui, c'est top cool, c'est youhou, tu vois, c'est ça le doute de l'artiste, quoi. Enfin, tu vois, faut pas que ça te bouffe, mais il faut qu'il soit là quand même, c'est un peu stimulant, quoi. Et d'un seul coup, se retrouver, bah non, c'est fini. Je me rappelle, on allait sur une date, on faisait une petite salle, la niche du chien à plume, ça s'appelle, tu vois. Et c'est dans un petit bled, c'est vers Reims 3, par là. Un ton marien. Merci, chef. C'est un endroit où ils font très peu de pré-vente, et en y allant, il y avait le message de Édouard Philippe, c'est ça, qui disait, ouais, à partir de ce soir, c'est 100 personnes. Et les mecs nous ont dit, bon, bah, on a fait 100 locks, on en fait très peu, on a 100 locks, et du coup, bah, on va mettre un message sur Facebook, et puis seuls les gens avec des locks pourront jouer, vous êtes d'accord? Et nous, on a fait, bah ouais. Et donc, c'était hyper chelou ce moment, quoi. C'était l'impression que c'était le dernier concert avant la fin du monde. C'était très bizarre. Les gens se tenaient déjà à distance, parce que du coup, tu avais de la place, puis les gens se disaient, ah ouais. Tout le monde avait son tube de gel hydroalcoolique. Ouais, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde s'est sauté dessus, parce qu'on s'est dit, quitte à tous mourir, autant faire un dernier pogo, quand même. Voilà, c'est spécial. Donc, et du coup, alors, difficile, comme on n'habite pas au même endroit. Phil et moi, on est en région parisienne. Vincent, il est à Calais, et Daniel, il est vers Pontarlier, tu vois. Ouais, c'est clair. La Suisse. Donc, même avec Phil, un moment, on pouvait pas se voir, on était trop espacés, tu vois. Ah, et à distance, j'imagine que c'est compliqué. Ouais, on a fait un titre quand même. Ouais, c'est dur de s'envoyer des trucs. En fait, c'est compliqué de pas composer avec quelqu'un. Quand on est en répète et qu'on compose, on fonctionne vachement à l'instinct. Enfin, s'il y a un truc qui plaît, s'il y a un truc qui fonctionne direct dans le son, on le fait. Mais là, tu sais, avec un casque, en écoutant les trucs, en se disant, putain, je peux jouer quoi là-dessus, c'est vite chiant, en fait. On n'est pas un groupe comme ça, quoi. Enfin, on a trop besoin d'être ensemble, quoi, de cette évolution. En même temps, on a réussi à le faire. Ouais, on a réussi à le faire. Ouais, et le label a trouvé ça pas pourri, ils ont voulu sortir le titre. Non, mais quand même, hein, ils ont fait un titre sous la doigt. On a même eu un espèce de groupe, tu vois, un vidéo lyrics, un truc comme ça, là. Assez sympa, quoi. Donc c'était... on est au bord d'un lac, on voit des rats et des ragondins qui passent. Alors autant Phil, toi la basse, ça va, je veux dire ça fait pas trop chier les voisins. Pendant le confinement, Vincent, ça s'est passé comment? Ça fait chier ma gonzesse. Hein. Des moments, elle me regardait comme ça. Donc je comprenais qu'il fallait que je me mette un peu moins fou que chez les carrément. Moi, du coup, j'ai une batterie électronique, donc parce que, voilà, c'est mortel. Et les peu de fois où j'ai fait, je faisais un peu de reprise avec ma copine qui fait du clavecin, donc qui était au clavecin, mais on faisait des trucs un peu, des reprises de chansons cheloues, genre, je sais pas, on a fait les Stranglers, PJ Harvey, voilà, donc c'était juste, moi je me prenais une gratte. En fait, j'ai plus fait un peu d'expérimentation, j'avais une gratte, j'avais grosse caisse et caisse claire au pied comme ça, puis des fois je me mettais une petite clochette là pour faire gling gling. Rémi Brica, quoi, c'est calculer Colombe. Et du coup, en fait, c'était plus ça. C'était pas vraiment de la batterie en mode métal répété. Déjà, c'est pas un truc que je fais souvent, bosser. Donc là, c'était plus d'expérimentation, mais c'était cool du coup. En fait, c'était un mal pour un bien d'avoir ce contexte-là qui fait que du coup, tu dois essayer de penser à d'autres trucs et puis t'alimenter toi-même dans ta création. Puis voilà, c'est ce qu'on a fait tous, hein, je pense.
Ouais, bah, moi, je vais faire 2-3 morceaux avec des. Bah, un avec Lofo, 2-3 avec des featuring à distance et tout, avec des copains, on se propose des trucs, voilà, histoire de pas dépérir complètement, quoi. Mais c'est quand même assez dur, quoi. Ouais, on a réussi à faire un concert en streaming aussi, justement, à l'Empreinte, et qui Ouais. nous ont permis de faire ça. Et ça, c'était vraiment cool aussi, parce que ça nous a redonné Ah, c'était trop bizarre. un peu de bien-être, un peu d'espoir, et jouer puis, aussi aux gens qui nous écoutent, quoi. C'était vraiment sympa de faire ça, quoi. Surtout que c'est dans une salle ici, où donc on est là, à l'Empreinte, qui est une salle où on a joué un paquet de fois et avec des super ambiances. Et là, tu vois, blam, fin du morceau, et silence de mort et tout. C'est glaçant, quoi. Et t'avais des petits pouces comme ça sur un chat, non, même pas? On voyait même pas. En plus, ça a été filmé la veille, je crois, oui, il fallait le monter. Ça a été filmé quelques jours auparavant, je crois. C'était pas en live, hein, Oui, non, en direct, quoi. En train de casser tout un mythe, là. Ouais, c'est pas grave. Je ne mens pas. Si les pleins de basse, il fallait gommer les pleins de basse et tout. Ouais, c'était ça. Si t'avais des re à faire à la basse. Ouais. Comment est-ce que vous voyez un petit peu, alors j'allais dire la relève, ce qui impliquerait que vous soyez mort, mais c'est pas le cas, vous êtes encore bien là. Mais sur les groupes actuels qui vous font un peu vibrer, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Bah, il y a les Pogo Card Crash Control, on en parlait tout à l'heure, on a joué avec eux encore le week-end dernier. Et dans cette nouvelle veine, nouvelle scène, je sais pas, c'est pas vraiment musicalement, c'est plus dans leur façon de vouloir développer leur truc à eux, la manière dont ils le délivrent, la manière dont ils sont sur scène et backstage. Bah voilà, on est content de se dire, ouais, le rock n'est pas mort. Une rencontre sympa qu'on a fait aussi sur un concert il y a pas longtemps, là. C'est un groupe qui s'appelle Sweet Needles. Ah voilà, ouais. Et c'est des bons. Des bons petits gars là qui font pareil, tout jeunes, qui ont autour de la vingtaine. Hein. Ils font du gros rock'n'roll avec un gros son stoner là, Sweet Needles. Franchement, ça vaut le coup. Ouais. Moi, j'aime bien le groupe Toy Bloid aussi, tu vois. Deux filles, un gars à la batterie là. Et le dernier album est vachement bien, quoi. Dans une veine un peu plus, bah c'est pas pop, hein, c'est rock, c'est rentre dedans et tout ça. Mais c'est pas du métal, quoi. Donc, un autre groupe, ouais, un groupe de filles qui s'appelle Madame M-A-D-A-M. De Tarbes, ouais, c'est un petit groupe, on a joué avec ces filles-là, on a adoré, quoi. On a pareil, elle est très jeune, hein, autour de 20 ans, quoi. Et la manière dont elles envoyaient le truc, enfin, je sais pas, c'est cette énergie-là, tu vois, que tu captes à un moment, quoi. Il y a un groupe que j'ai pas encore vu en live, que j'aime beaucoup, c'est Stinky. Ouais, j'ai écouté, c'est un groupe de hardcore super vénère, quoi. Et là, ils sortent un nouveau EP, je crois, ces jours-ci. Butcher Rodeo aussi, un groupe avec un bon copain, Vincent, qui a chanté dans Acme pendant quelques années, voilà, qui est dans ce groupe. Et ça, Verdun, voilà, un groupe de doom de Montpellier, quoi. Si vous aimez lourd, lent et gras, quoi, voilà. Et non, il y a un paquet de groupes en ce moment qui développent des trucs personnels, intéressants, et qui sentent pas l'exercice de style à 100%, tu vois. Ouais, c'est que des bons titres quand même, c'est des bons noms de groupes, ça claque un peu. Moi j'en ai un que j'aime bien qui est un peu confidentiel, à chaque fois que je le fais écouter à des gens ils me disent ouais, c'est quand même un peu du bruit, mais moi j'aime bien. C'est Hardcore Anal Hydrogène, vous connaissez ou pas? Alors je vous invite parce que le titre, le nom du groupe est exceptionnel déjà, et il y a des influences qui sont énormissime. C'est un peu bourrin, mais il y a du jazz dedans, il y a plein de trucs, même un peu de country. Des fois, ils arrivent à rentrer vraiment plein de styles différents. Je vous le conseille. Un groupe français, donc tu dis. Groupe français, ouais, petit groupe français, vraiment sympatoche. Ils ont des clips un peu psychédéliques, très très drôles, à base d'intelligence artificielle. Donc voilà, Hardcore Anal Hydrogène, ça se retient assez facilement en plus. Donc... Mais qu'entendent-ils par là Quand tu écoutes leurs chansons, des fois, tu te poses cette question aussi. Qu'entend-il par là? C'est bon. peut-être. Justement, pour les significations de nom de groupe, Lophophora, ça veut dire quoi? Pourquoi? C'est le nom. On a changé l'orthographe. Normalement, c'est des PH à la place des F. Et ça veut dire Lophophora. Je crois que ça veut dire en grec, ça veut dire qui porte une huppe rouge. Et en fait, c'est le nom Lophophora williamsi. C'est le nom d'un cactus qui est connu pour ses vertus hallucinogènes, qui est
plutôt vers le Mexique, quoi, en Amérique centrale, et qui a été popularisé. Enfin, les gens en ont pris connaissance dans les débuts des années 70. Il y a un monsieur qui s'appelle Carlos Castaneda qui a écrit des bouquins, L'herbe du diable et la petite fumée, comme ça, sur les expériences chamaniques, etc., quoi. Voilà. Bon, après, c'est pas pour autant qu'on en prend dans une sweat lodge Non. des incantations au dieu de la pluie, je ne sais pas. Non, mais c'était, comme on disait tout à l'heure, tu sais, on arrivait après la vague tous les groupes alternatifs s'appelaient beaucoup les ceci, les cela, quoi. Et donc, nous, on n'avait pas envie de ça, et on n'avait pas non plus envie d'un nom en anglais, quoi, parce qu'on a commencé à écrire des textes en français, donc on disait autant. J'ai toujours trouvé ça bizarre, les noms avec des groupes avec des noms anglais, mais qui chantent en français. Ouais. D'ailleurs, justement, en parlant des textes en français, on avait une question qui dit salut les gars, à votre dernier concert à l'Empreinte, j'avais offert le 3e album de mon groupe Pearl. J'avais une petite question concernant la scène rock metal français. On dit souvent qu'il est difficile ou gênant de chanter en français. Avez-vous l'impression que les thématiques des groupes français ont changé ou se sont développées différemment au fil des années? Je pense à des groupes comme Imparfait, Alceste ou justement Pogo Cash Car Control. Après, chacun parle de ce qui touche, hein. Je pense que. Mais c'était. Oui, tous les groupes avant de rock, dans les années 80, avant l'alternatif et tout, tous chantaient en anglais quasiment. Enfin, ouais, t'avais Téléphone, Trust, machin. Mais la plupart des groupes, c'était en anglais sous réserve que, ouais, non, le français, ça groove pas, le français, ça sonne mal. Mais je suis désolé, il y a quand même des mecs dans le hip-hop, quoi. C'est vraiment, il y a un truc qui fonctionne. C'est la langue qui sonne et la langue qui groove. Et c'est pas pour faire des raccourcis condescendants, mais moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, tu vois. Donc, mais il y en a très peu parmi ces mecs qui ont fait des facs de lettres pour en arriver là quand même, tu vois. Donc c'est la preuve que c'est possible que la langue française sonne et la langue française groove. C'est sûr que il y a peut-être plus de rimes et c'est plus difficile de faire rimer des choses que avec des fins en ou des fins en ing, tu vois ce que je veux dire. On est tous submergés par la musique anglo-saxonne aussi, donc les gens sont habitués à entendre avec cette musique-là de l'anglais. Et la langue. Bon, c'est pas. Non, je pense que c'est pas forcément un souci. Faut s'y mettre, faut mettre les mains dedans, quoi. Si tu te rends compte, mais j'ai souvent tu vois, des fois, tu écoutes une chanson en anglais, il y a un même mot, il va être prononcé de 2 manières différentes presque, parce que à ce moment-là, il sonne mieux ainsi, et à ce moment-là, il sonne mieux de telle autre façon. Et en français, on a le côté, on veut pas toucher à la langue et tout. Alors que si tu déformes un peu le son, si ta phrase est pas trop mal écrite et compréhensible, le mot, personne va dire, tiens, c'est bizarre, il a dit un O à la place d'un A. Non, ça n'existe pas, quoi. Voilà, faut oublier, quoi. Ouais, et puis bon, si Rammstein a réussi à faire des chansons d'amour en allemand, voilà, on peut tout faire dans toutes les langues. Non, le rap allemand, par contre, ou le reggae allemand, faut pas, quoi. Arrêtez, quoi. Un rapport en allemand, c'est. Ah ouais. Ah, ok, d'accord. Faudra écouter. C'est vrai que je connais pas trop le milieu du rap allemand. Il y a Yekaye qui a une question qui dit: il y a longtemps j'ai interviewé Renaud, il m'avait dit être très affecté par la mort de Bachung. Même question du coup concernant Arnaud. Ah bah ouais. Bah, on est... Ok. Ouais. Non, on a eu l'occasion de faire une reprise il y a très longtemps, on avait repris Vive ma liberté, on avait massacré le morceau en plus, mais pour nous c'est un des premiers punks, Arnaud, tu vois, Tissimatic, etc. Pas un des premiers punks, mais un des parrains, quoi, du punk européen, il n'y a pas à chier. Et puis quand allais voir Arnaud en concert, même ces dernières années, c'est un mec que j'ai vu vraiment beaucoup de fois en concert, mais franchement, souvent, je trouvais ça beaucoup plus rock que même certains groupes de métal, quoi, de la manière dont, ouais, voilà, ça claquait, ça envoyait, t'avais du son, t'avais une putain de personnalité qui était là, quoi. Et le gars était venu au Bataclan chanter Vive ma liberté avec Lofofora, et c'était un moment assez exceptionnel, notamment le moment de la balance où il avait jamais écouté notre version, quoi. Le mec arrive avec son sac en plastique, avec ses clopes et ses médocs, tu vois, les cheveux comme ça. Et en fait, c'était trop cool. Le mec, il a dit, jouez-moi votre version et tout. Et on l'a joué, il était au milieu de nous, quoi. Et puis on était en train de lui dézinguer, ça devait y avoir 110 dB sur scène. Et puis on lui dézinguait sa chanson. À la fin, il est venu voir, il me fait, oh, he's fucking punk, man. Tu vois. Et voilà, le mec, il m'a dit un des trucs les plus importants. Une phrase à la con, hein, parce que le mec, je crois qu'il avait un talent pour dire des choses essentielles avec 3 mots, quoi.
c'est le mec, tu sentais qu'il avait déjà une aura incroyable et une timidité de la même taille quasiment, quoi. Et quand il s'est retrouvé dans la loge après avec nous, je lui ai servi une vodka, j'ai dit merci d'être venu chanter le morceau avec nous, parce que j'étais dans une situation de fan et je me sens tellement con dans ces moments-là que j'ai pas grand-chose à dire. Et il m'a juste répondu, bah, on l'a fait pour les gens. Voilà. Et voilà, je crois que ça résume notre boulot, en fait, quoi. Ouais. C'est trop classe. Donc, forcément, on est triste. Ouais. Alors, bon, pas question piège ou autre, mais il fallait forcément que ça arrive, vu le climat actuel. Vous répondez ou pas comme vous voulez. On a l'Auvergne qui nous dit, est-ce que vous avez un mot à dire sur les affaires d'agression en ce moment dans certains groupes de métal français? Bah, disons qu'on a toujours eu un mot à dire là-dessus, en général, quoi. Voilà, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, ce qui est nouveau, c'est que les gens découvrent que ça touche tous les milieux, quoi. C'est comme à un moment où on avait l'impression que l'inceste c'était que dans le Nord-Pas-de-Calais. Bah non. Non, mais c'est vrai, quoi. Pourquoi tu montres Vincent le pauvre? C'est pas un sujet drôle du tout. Je fais une pirouette là-dessus. Mais c'est pareil, quoi. Enfin, il n'y a aucun milieu qui échappe à ça. Allô les gens, tu vois. Il y a pas, c'est pas parce que je vais me mettre un t-shirt MeToo que ça va faire de moi un mec bien. C'est même pas parce que j'ai chanté Mad Show Blues il y a 25 ans que ça fait de moi un mec bien. C'est pas parce qu'il y a un pignouf de Mediapart à la fin d'un article qui m'a pris une demi-phrase alors que j'avais passé une demi-heure pour parler d'un autre sujet d'une amie qui avait été victime de violence et qui m'a fait passer à moitié pour un héros de tu vois, non, moi je revendique rien. Je veux juste, voilà. Et c'est pas que en tant que mec de ma chérie, en tant qu'enfant de ma mère et père de mes filles que j'ai envie de me battre, quoi. C'est parce que ça fait chier. C'est parce que c'est tout, ça suffit. Tu vois, comme le film disait, nous on vient du punk et dans le punk, il y avait au moins ce truc-là c'était all inclusive le punk, tu vois. On s'en foutait de la sexualité des gens, de leur orientation, de savoir t'es un garçon, une fille, comment tu t'habilles. Et puis voilà, le sexisme, le racisme n'avait pas sa place dans cette musique-là, et voilà, et on pense toujours ça. Alors après, les gens tombent sur le cul en disant oui, bah voilà, la scène. Ah bon, on pensait que la scène était safe. Non, mais il n'y a pas d'endroit safe dans ce monde, en fait. Voilà, faut faire gaffe. Voilà, et puis on essaye nous d'être vigilants. Moi, je sais que j'ai des fois remis en place des mecs dans le public parce que si les gens me disent ah, on a l'impression que tu nous regardes tous, oui, je vous regarde tous. Et donc voilà, non, Puis quand on voit, tu vois, on a la chance d'avoir un public qui se renouvelle. On a eu des concerts, je me rappelle, où tu vois qu'il y a des groupes de copines qui viennent nous voir. Elles ont entre 20 et 25 ans, elles sont premiers rang. Elles viennent pas voir un boys band, on pourrait être leur daron, tu vois, on est d'accord. Mais elles sont là, elles s'en prennent plein la tronche, je sais pas, c'est un super moment. Et tu as envie de dire, bah, si c'est votre premier concert ce soir, on aimerait, ou parmi vos premiers concerts, on aimerait que vous en gardiez une très bonne expérience. Qui n'est pas un frotteur, qui n'est pas un plotteur, c'est des frotteurs et des plotteurs. Il y en a aussi dans tous les concerts, quoi. Alors bientôt, il va falloir, je sais pas, donner des pistolets avec des fusées pour les filles dès qu'elles se font frotter, pige, tu vois. Les 3 mecs de sécu qui arrivent, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est lourd. À Caen, je crois, un mec qui tient une salle, qui a mis une application en place, justement, de signalement d'agression et de violence sexistes et sexuelles. Voilà. Merci. C'est le fun, le pas fun, le fun. Je sais gérer le suspense et la tension. Et comme un film belge. C'est quoi votre meilleur souvenir de live que demande j'arrive pas à le prononcer. Désolé. Oh, je sais pas, moi. Moi, dernièrement, ouais, au Rockerhill. Ah ouais. Rockerhill à Charleroi. Voilà, ça, c'était malade. Un club à Charleroi, c'était il y a 3 semaines. Ouais, parce qu'en fait, on a une mémoire très courte. Donc, notre meilleur souvenir ne peut pas avoir 6 mois. Non, moi, c'était l'autre fois. C'était, tu sais, comme tu regardes les images de Bad Brains au CBGB, quoi. On était un peu dans cette ambiance-là. Ah ouais. C'était malade. C'était un concert hardcore, quoi. Le côté, tu sais, les gens, ils sont là. La scène, elle fait que 40 cm de haut. Les gens, ils tombent partout. Ils sont sur scène, t'as des gobelets qui volent. Ça slame tout le temps, ça pogote comme des tarés. C'était génial. Vive le Rockerhill!
Trop hâte aussi de me refaire de me libérer des soirées comme ça. D'ailleurs à Tours, je le signale, hein, s'il y a des gens qui nous regardent la vers Tours et qui sont responsables un peu des progrès, il n'y a pas grand chose. On n'avait qu'un seul espace, c'était Gentiana, et ils nous l'ont viré il n'y a pas très longtemps. Donc pas content. Voilà. Alors on nous demande si hors musique, vous avez des bouquins. Est-ce que vous lisez des bouquins? Est-ce que vous avez des trucs à recommander? Moi, on va faire le livre de Thomas VDB. Je sais pas, c'est de la littérature, mais en tout cas, c'est bien. Non, c'est cool. C'est un mec, en plus, on l'a croisé. Je crois qu'il avait 17-18 ans dans son asso. Il était bénévole dans une asso où on a fait un festival à côté de Blois. C'est quoi la ville de Gargantua, de Rabelais? Là, je t'ai collé. Non, mais il est en Touraine en tout cas. Voilà, il faut cibler large. Et voilà, et après on l'a recroisé quand il était à Chinon. À Chinon, voilà, c'est ça, à Chinon. Ah, Chinon, ouais. Jeanne d'Arc. Et sinon, moi j'aime beaucoup les romans noirs en fait, voilà, avec petite préférence pour. Là, tu vois, les années 60 et le roman noir américain des années 60, Chester Himes, voilà, des gens comme ça. Donald Westlake, c'est vraiment les trucs que je kiffe, quoi. Je suis pas un gros lecteur, quand même. Est-ce que vous... Toi, tu lis plus. En ce moment, en fait, c'est plus des romans graphiques, enfin, des BD, tout ça. Ouais. Pour une dernière que j'ai lue qui s'appelle Les Amants d'Hérouville, c'est sur le château d'Hérouville où il y a un studio d'enregistrement. Il y a plein de mecs de ouf qui sont passés, les Grateful Dead, les Pink Floyd, Bashung. Je crois que c'est là où Iggy Pop il a mis un pain à Jacques Higelin en plus. Peut-être, je sais pas. Et en fait, cette BD, elle est super bien. Voilà, Les Amants d'Hérouville. Et il y a des belles histoires de musique aussi, de recherche musicale, parce que le mec qui tenait ça, Michel Magne, il faisait un peu de l'expérimentation. Il faisait beaucoup de musique de film avec pour Jean-Yann et tout. Et il passe plein de trucs et c'est cool. En ce moment, c'est ça, c'est des BD. Cool. C'est cool à lire. On nous demande encore peut-être deux petites questions avant de faire de la promo quand même. Est-ce que vous envisagez, alors qui a posé cette question que j'avais vu passer, sur le bal des enragés? C'est fini ça. Fini, ça ne reviendra pas. Nous on n'a pas fait la dernière tournée on a fait que les deux premières avec Daniel et Vincent et Philus ont fait. On a fait les 10 ans. Ouais. Oui. Voilà, la tournée des 10 ans. Et je crois pas que c'est fini. C'est terminé. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui dit: est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque de la Team Nowhere? Mais ils n'étaient pas dans la Team Nowhere. Non, alors sûrement pas. Cette réaction spontanée, c'est beau. C'est bien, je le connais, Renaud, langue de pute, sort qu'à 1 heure d'interview, c'est parfait. Vous y avez échappé jusqu'à maintenant. Mais non, mais le néo-métal, quelle erreur, quoi. Allô, les mecs, quoi. Moi, quand j'avais 14 ans, j'aimais bien. Oui, 14 ans. Mais moi, j'en avais 14 ans. Moi, j'en avais un peu plus, si tu veux. Je voyais ça, j'étais là, ils sont sérieux, quoi. Non, mais les mecs qui avaient, tu vois, 300 boules de sable sur eux, parce que le dress code, quand même, était quand même très, très important dans ce mouvement-là, et qui chouinaient, genre, oh, j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal aux dents. Non. S'il vous plaît, next. Puis en plus, on les a croisés, ces mecs-là, notamment. Tu vois, un morceau rock'n'roll classe à faire, toi que tu m'as dit que tu connaissais bien. Voilà, ça a été m'inspirer un peu par tous ces gens-là de l'époque. Du coup, t'en rigoles avec ton pote Vincent Dacmé, du coup. Ouais, ça va. Acmé, c'était quand même. Ça va, c'est des copains, c'est pas pareil. C'est gentil. J'étais dans Team Nowhere, Acmé. Je sais pas. Même pas. Bon. C'est pas à cette époque-là. Bon alors en tout cas, ça y est, c'est le moment promo là. Vous avez 5 minutes pour me vendre tout ce que vous voulez nous vendre. Faites péter. C'est un pare-choc de Mondeo de 1900. C'est lui, business. Ouais. Là, il y a des nouveaux t-shirts qui arrivent. Ouais, y a quoi, là? Donc comme tu disais tout à l'heure, on a fait la réédition augmentée de l'album Vanité là. Donc comme tout à l'heure on disait, on le sort et on partait en tournée, puis bim, tout s'est arrêté. Donc il était un peu morné cet album, le pauvre. Et du coup, notre label a dit ça serait bien, quand ils ont su, dès qu'on a pu se revoir à la fin des confinements, on a composé ensemble et il y a eu vite des morceaux qui se sont mis en place.
Et notre label elle nous a dit, bah écoutez, si vous voulez, on vous renvoie dans le même studio où vous étiez allé faire Vanité, et on va et vous enregistrez ces titres-là et on fait une version augmentée. Donc voilà, la version augmentée est disponible au même prix qu'était la version précédente. Et si vous avez déjà l'album Vanité, je crois que c'est 5 balles sur nos concerts ou sur la boutique Atom, vous pouvez vous procurer le CD en physique, quoi. Voilà. Et donc, voilà, on disait demain, il y a la réédition de l'album Le Fond et la Forme qui est sorti, je sais plus, en 2003, peut-être 2003, on va dire. Voilà. Et qui sort pour la première fois en vinyle, avec la surprise d'un double vinyle, avec une 4e face, avec rien dessus. Voilà, c'est parce qu'il fallait de la place pour mettre le reste quand même. Donc, on avait besoin de 3 faces. Ah, puis là, vous avez sorti une reprise de Philippe Catherine. Exactement. Ouais. Ouais, on va pas te mentir, c'est notre label qui dit ouais, vous feriez pas une reprise, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Au début, tu as envie de dire mais de quoi ils se mêlent, ceux-là, ils ont qu'à la faire à groupe. Et puis après, tu dis ouais, c'est vrai quand même. Et on a commencé à y réfléchir. Et puis on s'est vite dit ouais, Philippe Catherine, quoi. Ah ouais. Parce qu'on voilà, on adore ce gars. Voilà. Moi, j'aurais aimé être Philippe Catherine, en fait. Non, mais voilà, on est vraiment fan de. Tu vois, tout à l'heure, on se disait est-ce qu'on a besoin d'être engagé? Moi, je trouve qu'à sa manière, Philippe Catherine, il est hyper engagé, en fait. Tu vois, dans sa manière d'incarner la liberté, en fait. C'est déjà un engagement. Tu n'es pas obligé d'avoir des propos terre à terre ou pardon, des petits restes de Covid ou quoi que ce soit pour se poser des questions aux gens, quoi. La manière dont il sort ses textes qui peuvent paraître naïfs et simplistes, voilà. Et donc ce titre Borderline où il énumère les heures de la journée avec une espèce de routine, je trouvais que ça correspondait bien à notre vie pendant le confinement, tu vois, où tu étais enfermé chez toi, tu savais que ça t'ouvrait à telle heure, il fallait faire super gaffe, t'entendais l'ascenseur, le voisin, tu savais à quelle heure il rentrait, à quelle heure il sortait. Je trouvais que ça avait une résonance assez cool. Du coup, il le balançait. Il est sorti sans. J'appelle les flics à 11h32. Il y avait que ça à faire. Attends. Il est sorti 2 fois aujourd'hui. Pour qui se prend celui-là? D'habitude, il court pas, et là. Comme par hasard, monsieur se met au footing. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent écouter votre musique, bon, il y a de quoi faire parce qu'il y a quand même. Là, du coup, c'est le 12e album, je crois. On a fait 10 albums studio en tout. Plus les. Ouais. Plus les live, voilà. Ouais, ça fait 12, 13. Plus le 5 titres. Donc ça va faire 13 disques à peu près. Et d'ailleurs, sur Borderline, il y a un super clip. Ouais, on est super contents d'avoir fait ça. Réalisé par Michel Leray avec des images de Stéphane Blanquet, qui est un plasticien, mec que j'adore depuis quelques dizaines d'années. Et grâce, même mine de rien, même si je suis pas du tout aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, on est rentrés en contact ensemble. Et puis voilà, de fil en aiguille, il s'est fait qu'il nous a passé des dessins à lui pour qu'on puisse illustrer ce clip. Enfin, on est dans son décor, quoi, qui a été recréé par le réalisateur Michel Leray. On est super content du résultat. Puis ce qui nous fait vraiment très plaisir, c'est que Stéphane Blanquet, qui nous a gentiment passé ses dessins, a trouvé le résultat cool. Donc ça, c'est quand même important, quoi. Les gars, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi de nous avoir accueillis. On reste en contact, je l'espère. Et puis, écoutez, moi, je compte bien, en tout cas, venir un de ces 4, vous revoir en concert. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Voilà, il y aura une 4e. Avec plaisir. Salut tout le monde. Ciao, ciao.